Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire consacré à notre notre rendu d'études carrière et salaire QSE. Quelle dynamique pour vos métiers. Alors, vous avez été très nombreux à participer à notre étude nationale et je sais que vous avez hâte de savoir comment vous vous situez par rapport aux autres professionnels QSE qui y ont répondu. Je vais commencer par parler du pourquoi de cette étude en rappelant notre volonté. Alors, comme chacun le sait, la crise sanitaire impacte directement vos modes de fonctionnement, votre métier, vos fonctions et votre carrière. Donc, c'est dans ce contexte particulier que Parcours Croisé a souhaité plus que tout vous accompagner afin que vous puissiez vous situer et anticiper au mieux ces changements. Comment vous situez-vous par rapport à vos pairs dans vos fonctions? Quelles sont vos perspectives d'évolution et de carrière malgré ce contexte? Comment cette crise sanitaire impacte-t-elle vos tâches? Réponse tout de suite avec ce webinaire animé par Karine Georges, responsable études marketing et innovation du groupe AFNOR. Alors, la présentation durera une trentaine de minutes. Contrairement au webinaire que nous avons l'habitude d'organiser, il n'y aura pas de moment d'échange à la suite de cette présentation car il s'agit d'un rendu d'études. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse donc la parole à Karine Georges. Merci Nicolas et bonjour à tous. Je suis ravie d'intervenir cette année encore auprès de la communauté QSE dont vous faites partie et je vais encore vous parler de vous, professionnels QSE. Je vais vous partager, donc, comme vous le disait Nicolas, les résultats de cette étude carrière QSE. C'est notre deuxième édition et j'en profite pour remercier tous ceux d'entre vous qui avaient pris le temps de participer à cette étude qui rend particulièrement riche les résultats. Vous allez le voir. Alors, durant cette petite demi-heure ensemble, qu'est-ce qu'on va aborder? Comme en 2018, on va aborder votre profil, vos organisations, scope de travail, évolution. On parlera un petit point sur votre rémunération ainsi que sur l'avis que vous avez sur le métier. En 2020, comme le rappelait Nicolas à l'instant, nous avons souhaité intégrer la notion de crise sanitaire, comment elle impacte votre métier et voilà, qu'est-ce que ça vous a permis de faire de nouveau ou pas, ainsi que quelles sont vos craintes pour l'avenir. On a également intégré cette année la notion de compétences. On est vraiment convaincu que ce sujet des compétences, quand on parle d'une étude de carrière, il est fondamental et on a réellement envie de savoir ce que vous en pensez, vous, professionnels et professionnels QS. Alors, avant de vous parler de résultats, j'aimerais d'abord vous dire un petit peu comment on s'y est pris pour mener cette étude et pour étudier tous ces sujets. Alors, on a mené une étude quantitative. Je vais donc vous parler aujourd'hui de chiffres. Le terrain s'est déroulé il y a un an tout pile et comme je vous le disais tout à l'heure, cette étude, c'est une seconde édition. Donc, quand il y a lieu, quand c'est pertinent, je vous raconterai un petit peu ce qui se passe en termes d'évolution versus 2018. Alors, on a analysé quasiment 1400 retours, mais aujourd'hui, je vais véritablement vous restituer les retours sur les 1322 professionnels QSE qui ont répondu. Donc, j'ai bien sorti de cet échantillon les consultants. À noter que quand je parle de professionnels QSE, j'embrasse bien sûr tous les professionnels qui traitent de qualité, soit seuls, de HSE, de SST, enfin vraiment les professionnels QSE au sens très très large. Quand je parlerai de QSE précisément, dans cet ordre-là, on va dire, et dans cette combinaison-là, eh bien je vous le dirai. Alors, vous et votre pratique du métier. On va commencer par les faits. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous œuvrez? Quel périmètre vous emparez? Quelle évolution vous avez eue? Alors, on observe, comme en 2018, une certaine féminisation du métier. On a 56% de femmes, on en avait 54% en 2018.
Concernant les diplômes, on a toujours un niveau de diplôme assez stable au niveau du bac+5 ou supérieur, hein, à hauteur de 61%. Mais ce qui est très intéressant de noter sur cette édition, c'est que les diplômés QSE, ils progressent largement, hein, puisqu'on est à 76%, donc on a pas mal augmenté. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que on a la moitié des diplômés QSE, un petit peu plus, qui ont fait ce diplôme en formation initiale. On constate en fait que les nouveaux arrivants dans le métier sont et ont tendance à être de plus en plus diplômés en initiale QSE. Donc, vous voyez, les techniques, les expertises autour des métiers QSE, les nouveaux arrivants les ont. L'âge moyen, lui, il est de 40 ans, il est stable. L'ancienneté moyenne, c'est la même chose, elle est stable. 10 années d'exercice dans le domaine QSE et 5 ans en moyenne à ce poste. Le statut, lui, c'est toujours une unanimité de CDI avec une progression de cadre. On en a un petit peu plus sur cette édition. Donc, le métier monte un petit peu aussi, on le voit en gamme, entre guillemets, si on peut parler ainsi. On a 58% de responsables. Vous vous souvenez, hein, on a séparé le titre et la fonction. Et la proportion de titres de responsables a progressé également. Ensuite, au niveau des fonctions, on a 41% qui nous disent avoir en intitulé de poste QSE, donc bien dans ce découpage-là, et puis 25% en qualité uniquement. On voit qu'on a en fait un gap, hein, qui se creuse entre ceux qui emparent du QSE et ceux qui emparent juste de la qualité, avec une progression de la triptyque, du triptyque pardon, QSE en tant que tel. Au niveau du profil de vos organisations et entreprises dans lesquelles vous travaillez, on peut constater que une majorité d'entre vous travaillez dans une organisation implantée uniquement en France. 21% en Île-de-France, 15% en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes dans des organisations qui sont pour la très grande majorité privées, avec un secteur représenté pas mal qui va être l'industrie, une part qui reste stable versus 2018. On a une prédominance quand même de PME dans notre échantillon, 52%. Et puis, dans les ETI, vous êtes à peu près un tiers à travailler dans ces entreprises de 250 à 4999 salariés. Et vous êtes pour plus de la moitié en service QSE et 17% dans un service qualité uniquement. Il est à noter que plus l'entreprise est importante, plus on a des directions ou des services qui emparent une seule thématique. Donc finalement, le rapport à faire entre 52% de travail en PME et 54% sont en QSE, c'est aussi très lié. Plus vous êtes dans des entreprises de taille moyenne, plus vous avez une propension à être dans des services qui combinent les trois thématiques, voire d'autres thématiques. Alors, quelles sont vos responsabilités? Eh bien, vous êtes 1 sur 2 à déclarer prendre part aux décisions stratégiques ou à siéger en CODIR. C'est surtout vrai dans les petites entreprises, c'est surtout vrai quand vous êtes un petit peu plus expérimenté, et désolé mesdames, c'est aussi surtout vrai pour les hommes. Côté management, même tendance, même profil et une certaine stabilité par rapport à 2018. Vous êtes un tiers de professionnels à gérer un budget, donc la proportion est assez stable. En revanche, ce qui va un petit peu évoluer par rapport à 2018, ça va être le volume de ce budget, enfin l'enveloppe que vous avez pour mener vos missions. Et malheureusement, mais c'est très lié à la crise, les budgets sont de plus en plus restreints, alors que vous êtes toujours aussi la même proportion à gérer un budget. Côté périmètre de travail, eh bien, vous êtes 29% à travailler sur un scope international. C'est un chiffre qui est un petit peu à relier aussi avec les implantations, hein, de vos entreprises, hein, puisque vous travaillez majoritairement dans des contextes français quand même. Côté mission d'audit, vous êtes quand même 9 sur 10 à nous partager, à avoir des missions d'audit. C'est une proportion qui progresse par rapport à 2018, et surtout les
les auditeurs internes ont tendance à progresser en 2020, dans notre étude de 2020. Les plus anciens d'entre vous vont être également auditeurs en externe avec, sans surprise, les référentiels que vous auditez le plus vont être les systèmes de management. Je rentre pas dans le détail, mais en tout cas, voilà pour les missions, ce qu'on pouvait dire sur vos missions d'audit. Alors maintenant, c'est assez intéressant de voir quelle thématique vous emparez. Et c'est surtout l'évolution qui va nous intéresser ici. Comme en 2018, on a posé une question et c'est vrai qu'y répondre était assez long, mais finalement nous donne beaucoup d'informations. Dans le cadre de votre activité professionnelle actuelle, travaillez-vous sur ce sujet? Et vous pouviez répondre pour chacun des sujets. Hein, il y avait une bonne liste de sujets sur lesquels se positionner. Vous pouviez répondre, je ne traite pas de ce sujet. Vous pouviez répondre, c'est un sujet parmi d'autres. Et enfin, c'est un sujet phare de mon poste. Ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui sur cette étude, c'est d'abord les sujets les plus emparés et les sujets phares de vos postes, et puis les sujets qui émergent, qui sont, on va dire, un petit peu moins emparés par la totalité de vous, professionnels QSE, mais qui, en revanche, sont très intéressants parce qu'ils se développent. Alors, les sujets phares de vos postes. On a d'abord la qualité. À 67%, c'est un sujet phare. Et juste en dessous, vous pouvez voir qu'à 89%, c'est-à-dire 9 professionnels sur 10, traitaient de ce sujet, parmi d'autres ou phares. C'est une proportion qui n'évolue pas. Hein, ça reste stable, c'est toujours dans le périmètre des professionnels QSE. Ce qui est intéressant de noter sur les deux marches suivantes du podium sur les sujets phares que vous emparez, eh bien, c'est qu'on a et on retrouve la sécurité. Ça, c'est un sujet qui est stable hein, par rapport à 2018, mais évidemment, qui arrive sur le podium et c'est pas étonnant avec l'année qu'on vient de passer autour du Covid. Mais ce qui est à noter vraiment, et on va s'arrêter un tout petit peu dessus, ce sont les risques qui arrivent sur la deuxième marche du podium et en total emparé, c'est 90% d'entre vous qui traitaient de ce sujet. Donc, c'est le premier sujet emparé au total. Alors, cette thématique, elle a vraiment progressé sur certains profils et vraiment, on peut faire l'hypothèse que la crise, elle a amené plus de professionnels QSE à s'illustrer sur ce sujet. Ce sujet, il est clairement crucial pour toutes les organisations et c'est vrai que c'était la pandémie, un risque assez improbable, mais quand on voit les conséquences majeures que ça a eu, évidemment, c'est un thème, les risques que vous avez emparés et qui voilà, qui a fait un petit peu le sel de votre métier cette année. Concernant les sujets qui émergent, on a eu la RSE, l'énergie et l'économie circulaire. C'est des thèmes qui sont peu emparés au total. Vous voyez, hein, c'est un sujet parmi d'autres ou c'est un sujet phare pour 50% d'entre vous sur la RSE, 43% sur l'énergie et 28% sur l'économie circulaire. Mais on voit un réel boom entre 2018 et 2020. Arrêtons-nous un tout petit peu sur la RSE. Là encore, hein, on voit que le mouvement actuel classique de montée de ce thème dans les médias fait que ça arrive ici sur le devant de la scène. Évidemment, on parle hein, de RSE un petit peu partout. C'est plus du tout un signal faible. En RSE, vous vous souciez aussi beaucoup de vos parties prenantes. Et c'est vrai que pendant le Covid, on a eu un monde très chahuté et on a eu besoin d'un petit peu de bienveillance, d'un petit peu de renforcer les liens, de besoin de sens et de s'occuper encore un petit peu plus de nos parties prenantes. Donc, bon, la RSE est un thème qui, entre guillemets, émerge parce que c'est pas du tout un sujet phare de votre poste. Hein, seulement 3% d'entre vous nous dites que c'est un sujet phare, donc c'est vraiment très, très faible. Mais en revanche, c'est un sujet qui progresse énormément. Ce qui est à noter, et pour finir, j'aimerais quand même vous dire qu'il y a des thématiques qui sont moins phares de vos postes, qui sont
importante dans votre périmètre de travail, mais qui diminue, en fait, qui passe, si vous voulez, d'un contexte de phare à c'est un sujet parmi d'autres. On a les deux thématiques que vous voyez à l'écran, l'expérience client, qui est un sujet phare pour 23% d'entre vous et qui est un sujet emparé au total par 7 professionnels sur 10, et l'excellence de service à peu près dans les mêmes proportions. Ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est passé de phare à emparé parmi d'autres. Parce que comme vous avez plus emparé les risques, notamment pour certains profils d'entre vous, puisque vous avez un petit peu plus emparé la RSE, l'énergie ou d'autres sujets également qu'on pourrait citer aussi, eh bien, il vous a fallu avoir un petit peu plus de, on va dire, de bande passante pour pouvoir traiter ces nouveaux sujets. Donc, on peut faire l'hypothèse que là où vous performez déjà bien, ce que vous savez traiter, parce que l'expérience client, c'est quelque chose de phare dans votre poste, eh bien, vous avez lâché un petit peu du lest sur cette thématique-là. Ça ne veut pas dire que c'est un sujet en recul dans votre métier, mais c'est juste que ça a été un petit peu moins phare et ça veut dire que vous, professionnels QSE, vous vous diversifiez, vous embrassez encore toujours un petit peu plus de nouvelles thématiques parce que oui, quand on voit toutes les thématiques qui sont affichées à l'écran ici, il y a des interdépendances et des connexions et des liens forts entre tous ces sujets-là. Donc c'est évident que même si vous êtes sur un scope de qualité pure, vous avez à un moment ou à un autre besoin de parler à vos homologues qui vont être sur de la RSE ou sur d'autres sujets. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de votre métier. Pour conclure cette partie, j'aimerais juste vous partager vos évolutions. Alors que moins d'un tiers a changé de poste, vous avez été 7 sur 10 à enrichir vos missions et ça fait écho à ce qu'on vient de voir concernant les thématiques emparées. Vous devenez de plus en plus transverse entre guillemets, avec un volant de missions qui s'agrandit et se diversifie. Dans le détail, les professionnels qui ont vu le plus leur mission s'enrichir sont encore plus les professionnels de services QSE, c'est-à-dire qui emparent ces 3 thématiques, les managers et aussi ceux qui siègent en CODIR. Les réponses de l'enquête sont bien de 2020. Quand on va dans le détail, on constate que votre rémunération a progressé pour 3 sur 5 d'entre vous. Et on constate bien également cela dans les chiffres. Allons-y d'ailleurs dans ces chiffres, quid de votre rémunération. L'idée, c'est pas forcément d'aller dans tous les détails parce que il y a énormément de paramètres qui ont fait bouger vos rémunérations, mais voyons quelques éléments. Déjà, votre avis sur la rémunération, plus de la moitié d'entre vous s'estiment moins ou beaucoup moins payés que leurs pairs à parcours et niveau d'ancienneté comparable. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes finalement moins nombreux qu'en 2018 à nous dire que vous vous sentez moins payé. Donc, c'est assez intéressant parce que vous avez un avis qui, voilà, vous vous sentez un petit peu plus dans la moyenne, on va dire. Ceux qui ont la sensation d'être les mieux payés sont les diplômés supérieurs. Donc, on va avoir ceux qui sont encore plus bac plus 5 que la moyenne. Les hommes se sentent mieux payés, les managers, et puis enfin les professionnels qui vont travailler en grandes entreprises. Côté composition de votre rémunération, alors la moitié d'entre vous déclare disposer d'une partie variable. Donc 52% d'entre vous nous dit oui, j'ai un variable, que ce soit des primes, que ce soit de l'intéressement, que ce soit de la participation. Alors, dans le détail de la rémunération variable, les professionnels QSE qui sont le plus susceptibles de l'avoir sont diplômés Bac plus 5, diplômés QSE également, sont en CDI, cadre et la rémunération variable aussi, il y a quelque chose qui l'a fait varier, c'est si vous êtes dans une organisation internationale implantée dans le monde, vous avez plus de propension à être dans ce cas-là et à avoir cette rémunération variable.
Cette rémunération variable, elle va encore cette année, encore en 2020 en tout cas, dépendre d'objectifs collectifs ou individuels, chiffrés, mais ça diminue un petit peu. On est un petit peu moins sur des objectifs chiffrés, collectifs ou individuels, au profit de l'obtention ou le maintien d'une certification. Concernant les avantages en nature, vous êtes 26% à déclarer de disposer d'avantages en nature et on a un petit peu plus tendance à avoir un avantage en nature quand on est en Île-de-France, quand on est dans une grande entreprise ou bien quand on est dans le secteur de la construction. On peut faire l'hypothèse ici qu'on parle un petit peu plus de véhicules de fonction, puisque quand on parle du secteur de la construction, on parle de chantier, de se déplacer sur les lieux, etc. Donc, on peut faire cette hypothèse-là. On rentre maintenant dans le montant de la rémunération. Alors, les chiffres que je vous présente ici s'entendent en kilos euros bruts annuels en moyenne. Attention, hein, parce que la moyenne et le salaire moyen et le salaire médian vont recouvrir des réalités différentes, vous allez le voir. Et attention, hein, ces chiffres sous-tendent des réalités extrêmement variées en fonction de vos titres, de vos fonctions, en fonction de vos régions de travail, de votre ancienneté et de réalités très, très variées. Le salaire moyen est de 43 kilos euros fixe annuel brut. Voilà. Avec un médian à 40 KE. On a une progression versus 2018. Certes, et d'ailleurs, vous nous l'avez dit, quand on vous demande si vous vous sentez, comment vous vous sentez payé, bon, on sent qu'il y a une évolution. Donc, c'est en phase avec ce qu'on constate dans les chiffres. Dans le détail, qu'est-ce qui a bougé quand je vous dis il y a eu une progression par rapport à 2018? Ce qui a bougé, c'est les extrêmes. On a moins en fait de professionnels qui sont dans les extrêmes inférieurs et plus de professionnels qui sont dans les extrêmes supérieurs. Et ça, c'est aussi lié à finalement la constitution de notre échantillon. Alors, qui sont les salaires les plus élevés que la moyenne? Eh bien, au niveau des organisations, les salaires qui vont être plus de 43K vont être ceux qui ont des titres de responsable, de directeur, ceux qui sont cadres en CDI, les cadres évidemment, à contrario de ceux qui n'ont pas le statut cadre, et qui sont passés dans plus de 4 organisations pour acquérir leur expérience QSE. Donc, ça veut dire que, évidemment, plus vous bougez d'organisation, plus vous faites de mouvements dans votre carrière, plus vous avez de chances de renégocier votre salaire et d'aller faire des gaps. Et les chiffres nous le prouvent réellement. Vous avez plus tendance à être au-dessus de la moyenne quand vous êtes manager, quand vous avez donc un périmètre un petit peu plus étendu avec plus de responsabilités, notamment quand vous gérez un budget, quand vous avez un poste à dimension internationale, ou encore, et ça c'est assez intéressant, quand vous gérez des sujets RSE, énergie, vous avez tendance à être mieux payé aussi. Et quand vous ne gérez pas les sujets SST, environnement, que vous êtes un homme, que vous avez 40 ans et plus également. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de vos salaires. Je vais maintenant venir sur des sujets un petit peu plus subjectifs et on va mettre vos lunettes pour voir quel est votre avis sur votre métier. Alors, on va commencer par l'auto-évaluation de vos compétences. On a voulu savoir et comprendre où vous estimez être sur un certain nombre de compétences comportementales et d'expertise. Alors, pourquoi le distinguo compétences comportementales et expertise? Eh bien, parce que il nous semble indispensable, premièrement, de disposer du savoir-être en plus du savoir-faire, mais c'est aussi lié au fait que tous les nouveaux entrants, ils ont ces compétences techniques, ils ont ces expertises. Qu'est-ce qui peut faire la différence demain dans votre métier? Eh bien, c'est aussi vos expertises, vos compétences, pardon,
comportementale. Alors déjà, vos expertises techniques. Vous pouviez vous positionner de novice à expert, mais comme il y avait peu de gens sur les extrêmes, on a regroupé en deux catégories, en voie de maîtrise et expertise maîtrisée. On note que là où vous vous sentez le plus à l'aise, c'est la pratique de l'audit et la réglementation qui sont vos deux sujets cœur de métier historiques, mais aussi sur l'informatique que vous avez dû encore et toujours intégrer à votre pratique du travail. En revanche, là où vous êtes en voie de maîtrise, c'est-à-dire vous êtes compétent sans être expert, ça va être la gestion de projet. Et puis, la maîtrise des outils de communication, c'est vrai que vous vous jugez expert ou performant en informatique, mais sur les outils de communication, c'est quand même assez délicat. Et avec la crise, on l'a vu, le télétravail, etc., les réunions hybrides, vous avez encore un petit peu de chemin à parcourir sur ce sujet-là. Au niveau de vos soft skills, de vos compétences comportementales, on vous a demandé de vous positionner. Est-ce que vous utilisez, mobilisez cette soft skills jamais ou presque, rarement, assez souvent, souvent, toujours ou presque. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que vous nous dites mobiliser l'autonomie très souvent, enfin quasiment tout le temps, ainsi que l'adaptabilité et l'écoute. En fait, quand on voit ce résultat, on se dit qu'il y a vraiment un mouvement de votre métier, métier vers un rôle qui un petit peu plus indépendant d'une part, avec cette autonomisation massive, mais aussi au service de projets, de collaborateurs avec cette adaptabilité et cette écoute. Donc, on voit, hein, votre posture, elle bouge. Elle bouge réellement quand on voit ça. Par contre, la créativité et le leadership, vous êtes un petit peu moins souvent, bon, rarement ou assez souvent, sur ces compétences-là. On vous a demandé sur lesquelles compétences vous souhaitiez progresser, qu'elles soient de l'expertise technique ou des compétences comportementales, et vous êtes seulement 4% à nous dire moi j'ai besoin de rien et j'ai pas besoin de monter en compétences. Par contre, quand vous souhaitez monter en compétences, vous nous parlez de management d'équipe, vous nous parlez de leadership, vous nous parlez de techniques d'animation, et ça appuie encore plus le rôle en fait interne que vous prenez. Hein. Vous avez besoin de faire travailler les gens ensemble. Vous avez besoin de vous poser comme un leader naturel. Et ce qui est super intéressant de noter, c'est que le premier driver de cette montée en compétence, c'est de vous accomplir. Et la crise, elle a eu cet effet, hein, elle a questionné le sens, la dimension réellement d'utilité individuelle et collective. Et forcément, vous avez envie de faire un métier qui ait du sens et qui vous permette eh bien, de vous accomplir. Alors, je parlais de la crise, donc ça fait une excellente transition pour vous dire quels étaient les impacts de la crise sur vos métiers. Eh bien, sur la troisième marche, c'est votre sérénité qui a été ébranlée. Certes, c'est probablement très lié au fait de vous avez vécu en tant qu'individu, forcément, le Covid de plein fouet. Mais vous l'avez aussi vécu en tant que collaborateur. Et l'impact majeur, d'ailleurs, pour 9 sur 10 d'entre vous, c'est sur l'organisation du travail. Mais et même sur vos missions. Mais ne nous y trompons pas, c'est pas que négatif. D'ailleurs, si on fait un petit focus sur vos missions, l'impact sur vos missions, c'est quoi? Eh bien, c'est à 66% le fait d'avoir eu des nouvelles missions qui ont été confiées en lien avec le Covid. Et c'est d'autant plus vrai pour les professionnels QSE et ceux qui embarquent déjà pas mal de thématiques. Et vous nous avez dit en tout cas que c'était positif parce que vous avez pu aller sur, notamment, je vous parlais tout à l'heure des risques, eh bien, les missions qu'on vous a confiées en plus en lien avec le Covid sont souvent liées aux risques, aux thématiques HSE, aux thématiques SST ou sécurité. Et donc, du coup, vous avez pu vous emparer de sujets cruciaux qui vous ont mis en avant, en fait, dans votre organisation parce que vous avez traité quand même de sujets incontournables quand on parle d'une crise. Ceux qui ont repriorisé un petit peu plus leur mission pour garder que les essentiels sont un petit peu plus des professionnels uniquement qualité. Quid de votre satisfaction? Eh bien, votre satisfaction, elle a un petit peu progressé. Elle est à 6,7 sur 10 quand elle était à 6,4 en 2018. Les plus satisfaits de leur poste sont ceux qui ont le contenu le plus varié et qui naviguent sur le plus de thématiques et qui emparent beaucoup de sujets. Qu'est-ce qui fait
finalement, eh bien, cette note globale et qu'est-ce qui contribue à cette note globale? Eh bien, les atouts de votre poste, ça va être l'équilibre de vie entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, les conditions matérielles. C'est des choses qui sont stables, qui sont correctes et qui se passent bien. Les forces principales de votre poste, c'est l'intérêt. L'intérêt de votre poste, il se dément pas, hein, et vous êtes réellement content de faire ce que vous faites parce que vous êtes convaincu, vous êtes passionné et ça se dément pas. Et c'est là où la satisfaction est d'ailleurs la plus élevée. Ensuite, les relations avec votre manager, l'ambiance de travail ou la possibilité de développer vos compétences. Ce qui va un petit peu pêcher et qui va avoir une incidence quand même assez lourde sur votre satisfaction globale, ça va être votre perspective d'évolution en interne. Vous nous dites clairement le fait de ne pas être impliqué sur des sujets stratégiques, le fait de ne pas pouvoir évoluer, eh bien, c'est un problème. Mais je tiens quand même à souligner une fois encore, hein, que ceux qui ont emparé certaines thématiques, dont le management des risques, ont moins tendance à être insatisfaits sur leur perspective d'évolution interne. Et ils considèrent avoir fait un réel move sur justement cette évolution-là et l'implication aussi dans les sujets stratégiques. Alors, quelles sont vos perspectives et avec tout ce qu'on vient de voir et votre satisfaction et l'empreinte qu'a laissé la crise sur vos métiers, comment vous envisagez demain et est-ce que le ciel finalement il sera bleu, un petit peu nuageux ou carrément pluvieux? Alors, comme tous les Français, vous avez des craintes et on a voulu les mettre au jour. Parce que évidemment, tout n'est pas que rose. Votre crainte majeure, c'est de stagner à votre salaire actuel. Et clairement, on nous parle sans cesse du pouvoir d'achat, de l'augmentation du coût de la vie. On en parle beaucoup en ce moment. Il est donc naturel que chez les professionnels QSE, comme dans l'ensemble de la population française, cette crainte, elle va arriver réellement en tête. Mais ça, c'est aussi lié, hein, au fait que vous avez peur de perdre votre emploi et que vous redoutez une situation de précarité financière. Ce qui est intéressant, en revanche, de noter, c'est que pour 29% d'entre vous, c'est la notion de sens. Et rappelez-vous, hein, vos souhaits de monter en compétences, elles ont trait principalement à votre épanouissement. Et ici aussi, on retrouve cette notion de sens. Et en creux, on peut se dire que vous aspirez à être utile. Alors, avec de telles craintes, c'est quoi vos projections vers l'avenir? Eh bien, une mobilité somme toute limitée puisque vous êtes 41% à dire que vous vous projetez dans les mêmes fonctions ou dans un poste proche. Bon, alors, c'est pas étonnant. Et ça a beaucoup progressé entre 2018 et 2020, cette stabilité, parce que finalement, vos missions ont évolué. Donc, finalement, pourquoi réellement changer de poste alors que vous avez la possibilité de vous ouvrir à d'autres thématiques? Et puis, vous avez été très chahuté. Le monde aujourd'hui, il a complètement bougé. Votre organisation du travail a bougé. Votre vie personnelle peut-être a bougé. Alors bon, un peu de stabilité, ça fait pas de mal. Et 27% qui déclarent souhaiter bouger sur un niveau de poste supérieur. Mais vraiment, c'est des chiffres qui ont énormément varié entre 2018 et 2020. Donc, vous aspirez à un petit peu de stabilité. Alors, j'arrive au terme de cette présentation et voilà ce que je voulais vous dire en conclusion avec 6 points clés. Votre métier, il est de plus en plus professionnalisé avec des nouveaux entrants plus diplômés, mais aussi votre métier, il est de plus en plus intégré avec le triptyque QSE qui se renforce au détriment de la qualité pure qui, elle, les postes de qualiticiens purs, on va dire, vont se retrouver beaucoup dans les grandes entreprises ou dans certains secteurs. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater sur ce premier point de professionnalisation du métier. Vous emparez de plus en plus de sujets et la crise vous a mis en lumière sur des thématiques risques, sécurité, qui font de votre métier un métier en vue au cœur de l'organisation, tout du moins de la direction. Vos expertises et encore plus vos soft skills, vos compétences comportementales font de vous une sorte de consultant interne qui va travailler avec la plupart des services sur un nombre de sujets assez importants. Et donc, vous devez adopter cette posture adéquate.
et en lien avec ce rôle un petit peu que vous prenez qui est un petit peu nouveau. Même si vos missions s'enrichissent, vous manquez un petit peu de projection, d'évolution en interne, hein, et c'est là vraiment le point noir de votre poste au sein de votre organisation actuelle. C'est dommage. C'est dommage parce que à côté de ça, vous avez envie de vous accomplir, de monter en compétences. L'intérêt de votre poste, il se dément pas. Vous êtes véritablement passionné et c'est super agréable en fait de voir ça, même si vous êtes très mitigé sur un certain nombre de paramètres hein, dans votre satisfaction sur votre métier. Mais vous envisagez de rester, pour la plupart d'entre vous en tout cas, à votre poste, visant une certaine stabilité finalement. Et puis, enfin, votre métier, il a un petit peu bougé du fait de la crise. Vous avez emparé des nouveaux sujets, hein, on l'a vu. Quand on vous demande qu'est-ce que la crise a impacté sur vos métiers, vous nous dites bah, j'ai pris des nouveaux champs. Et ça, réellement, ça a permis de vous mettre en lumière, ok, mais ça vous a aussi un petit peu épuisé, essoré. Et votre métier, dernièrement, en fait, c'est vraiment une course. Et ça soulève parfois la question de bah, quand est-ce qu'on se pose un petit peu. Et c'est vrai que j'aimerais conclure sur ça parce que vous avez aussi besoin de prendre un temps pour réfléchir un petit peu dans le cadre de vos métiers et voilà, que ce soit un petit peu moins la course. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette étude 2020 qu'on a menée toute fin 2020 sur vos carrières. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, je reste attentive à vos remarques, vos témoignages. Vous avez mon mail ici. Hein, vous pouvez tout à fait m'adresser un mail ou vous pouvez poursuivre les échanges aussi sur la communauté Parcours Croisé. Et je laisse la main à Nicolas pour cette conclusion. Alors, merci beaucoup, Karine, pour cette présentation très, très, très riche en enseignements. Malheureusement, donc effectivement, le temps qui nous était imparti est écoulé, mais rassurez-vous, donc le webinaire a bien été enregistré, il sera disponible dès cet après-midi sur parcourscroisé.com. À la suite de cette publication sur Pas Croisé, bien évidemment, je vous invite à réagir, à liker, à commenter, à poser vos questions, à échanger entre vous. Je vous remercie pour avoir suivi cette présentation. Je remercie encore Karine, Georges pour ce précieux rendu d'études. J'espère qu'il vous aura apporté les éléments nécessaires pour vous situer dans vos fonctions. N'oubliez pas, donc, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. À très bientôt.